good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe de RLM revient sur le MacBook Pro Touch Bar. Quel bilan faire du nouveau portable d'Apple après 6 mois d'utilisation? Sa Touch Bar nous est-elle devenue indispensable? Quid de sa connectique Thunderbolt 3 à port unique, de son autonomie, de son clavier, de son trackpad géant qui ne font pas toujours l'unanimité? Débat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio de l'école 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en plus de notre chaîne préférée sur Dailymotion sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Vous nous retrouvez également en podcast si vous aimez télécharger l'émission, une version HD, une version audio. N'oubliez pas l'application iOS, l'application pour Apple TV pour nous regarder sur l'écran du salon. Et puis, si vous aimez les réseaux sociaux, vous nous retrouvez sur Twitter, le compte @on fait le Mac, mais également sur notre page Facebook, ou même notre groupe Facebook. On va parler de Mac ce soir, en compagnie avec moi en plateau cette semaine. Gonzague d'Ambricourt de Bouche Cousue. Bonjour Gonzague. Salut Olivier. Ça va, tu as amené ton MacBook Pro Touch Bar? Bien sûr. Prêt pour donner un premier verdict après 6 mois d'utilisation? Je le balade partout. Ouais, et tu es courageux parce que c'est quand même un 15 pouces. Je travaille mon dos et mes épaules. Bon, autre chroniqueur cette semaine depuis son domicile parisien, Monsieur Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, c'est bizarre de se parler 2 jours, je suis vraiment pas habitué, c'est assez curieux, c'est comme si on avait commencé à l'heure, presque, à l'heure Presque. Ne donnons pas des détails sur nos coulisses, merci Cédric, nous sommes toujours en retard, c'est la marque de fabrique de cette émission, mais le tout c'est qu'on soit à l'heure pour la diffusion le vendredi soir chaque semaine, soyez au rendez-vous. Et dernier chroniqueur ce soir, mais les derniers sont souvent les premiers, Monsieur Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien? Oui, tu as briqué ton MacBook Pro Touch Bar ce soir? Alors en fait cette semaine moi je suis plutôt à iPad, tu vois, le nouvel iPad là, on vient de publier le test. Ouais. Voilà, c'est du neuf avec du vieux, voilà. C'était il s'appelle comment cet iPad? Parce que je n'ai pas compris, c'est plus l'iPad Air. Il s'appelle l'iPad. C'est l'iPad. Il n'y a plus de nom. Ouais, voilà, c'est en termes de marketing, je souhaite bien du plaisir aux vendeurs de l'Apple Store pour dire bonjour, je voudrais un iPad, lequel modèle? L'iPad ou l'iPad Pro? Enfin bon, bref. L'iPad Air, oui, bon, ça doit être sympathique. Allez, avant de passer au chiffre de la semaine, on a la chance d'avoir un annonceur ce soir. Place à notre concours. Cette semaine, notre partenaire Crucial vous offre un disque SSD MX300 d'une capacité de 525 Go pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et booster ses performances. Mais ce n'est pas tout. Crucial vous offre également un second lot, un kit de mise à niveau mémoire pour votre Mac. Cette RAM qui a pour particularité d'être sans plomb et sans halogène vous sera proposée dans la capacité et pour le modèle de Mac de votre choix. Soyez attentifs, la réponse va vous être glissée tout au long de cette émission. En attendant, on passe au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est bien sûr le résultat de notre sondage, de la question qu'on vous a posée sur Twitter sur le compte On refait le Mac. Cette semaine, la question était assez simple. Avez-vous été convaincu par le MacBook Pro Touch Bar? Vous étiez près de 311 votants cette semaine et à 67%, vous avez répondu non et 33% ont répondu oui. On peut dire qu'il fait l'unanimité contre lui, cette machine. On peut penser que sur les 311 votants Gonzague, il n'y a pas forcément 311 utilisateurs. Mais c'est vrai que cette machine, quand on l'a annoncé, on l'a présentée lors du live, souviens-toi, au mois d'octobre de l'année dernière, elle a été fraîchement accueillie. Elle a été accueillie de façon mitigée puisque la Touch Bar n'a pas convaincu tout le monde. Les ports Thunderbolt format USB-C n'ont pas convaincu tout le monde non plus. Le fait qu'il n'y ait plus de lecteur de carte SD, etc. C'est un vrai modèle de rupture. Et forcément, la rupture, ça fait mal. Oui, et puis au-delà de la rupture, peut-être Didier, le prix a aussi hérissé quelques poils des utilisateurs historiques d'Apple. Oui, moi je pense que c'est surtout une question de prix en fait, parce que la machine, bon, on en parlera pendant l'émission, mais elle n'est pas vraiment décevante. Ce qui est vraiment décevant, c'est les prix qu'il faut mettre pour avoir des configs un peu correctes. Et c'est vrai que dans ton sondage, je pense qu'il y a une majorité de gens qui sont vraiment déçus de ne pas pouvoir se le payer ou de ne pas pouvoir se payer surtout le modèle qu'ils veulent. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très frustrant chez Apple en ce moment. Du MacBook Pro, on va y reparler dans un instant, mais d'abord on va revenir sur les dernières annonces d'Apple, car surprise, c'est nouveau chez Apple. Apple donc pré-annonce des produits. Gonzague, c'est suffisamment rare pour être signalé. Apple a réuni la presse tech, c'est autre important, signé aux États-Unis, je rassure tout le monde.
pour parler du futur du Mac. Ouais, et alors c'est une annonce sans date précise, et c'est aussi une annonce un peu mea culpa, dans laquelle ils ont dit qu'ils s'étaient un peu trompés sur le Mac Pro existant, c'est-à-dire que dans la conception de l'appareil, ils ne l'avaient pas fait assez évolutif, enfin en tout cas ils s'en rendent compte aujourd'hui, notamment le cylindre. Le cylindre, la poubelle de luxe. Et ils se sont rendus compte que la gestion de la dissipation de la chaleur, notamment, était un problème, qu'ils avaient mal géré ça et que si on voulait mettre des cartes graphiques qui n'étaient pas du même type, ça créait des soucis. Et donc, ils annoncent qu'ils sont en train de travailler très dur sur le nouveau Mac Pro, qui ne sera a priori pas une poubelle, qui va sûrement être très coûteux quand même, et ne donnent aucune date. Et ils ont dit... Bon, c'est toujours dans le pur style Apple, c'est assez malin et en même temps, tu es là, on aimerait plus d'infos, qu'ils avaient donné à leurs ingénieurs tout le temps nécessaire. Prenez votre temps, messieurs d'Apple, prenez votre temps. C'est vrai qu'on ça fait juste 4 ans qu'on attendait une évolution du Mac Pro. En attendant, pour calmer un petit peu les professionnels, on sentait qu'il y avait quand même un début d'incendie, Didier. Il y a une version intermédiaire qui va sortir, une mise à jour enfin, presque 4 ans après, du fameux Mac Pro en forme de cylindre. Oui, enfin, c'est pas vraiment une mise à jour, c'est un glissement de gamme. Ils ont juste décalé, ils ont baissé les prix. En gros, le modèle à 6 cœurs devient entrée de gamme au lieu de 4 cœurs avant, donc le 4 cœurs disparaît. Et puis tu as donc 8 cœurs sur le haut de gamme. C'est quelque chose qu'ils auraient dû faire il y a 1 an et demi, en fait, ça. Baisser les prix, parce que les prix n'ont pas baissé, ils ont même augmenté avec l'euro, le taux de change là, qui a bougé un petit peu, ce qui est quand même hallucinant. Donc aujourd'hui, je ne sais pas qui va acheter ça, même avec la baisse de prix. Moi, on a des clients qui viennent d'acheter 4 Mac Pro. Ils sont contents. Qui nous ont appelés, Ils nous ont insultés déjà. Voilà. Et en disant, est-ce qu'on peut les rendre pour avoir les nouveaux ? Et 4 Mac Pro, donc... Quand j'ai vu passer la facture qui dépasse les 35 000 euros, je disais combien de Mac on a acheté ? Et puis Baptiste, avec qui je travaille, me dit 4. 4, oui. Le prix d'entrée, le ticket d'entrée pour le Mac Pro, c'est 3 399 €. Cédric, je ne sais pas si on peut porter une analyse particulière, c'est plutôt d'homme mouillé, mais comment expliquer comme ça un tel coup d'arrêt dans une évolution d'une machine ? C'est presque criminel. Si on veut tuer une machine, on ne s'y prend pas autrement, Cédric. Mais je sais pas, c'est surtout la simultanéité, c'est-à-dire le fait de dire au fait, tiens voilà la nouvelle version de la machine, mais celle qui vient après va être d'enfer. Ça n'existe pas, personne fait ça, et alors surtout pas Apple, jamais. T'imagines Apple te sortant un iPhone ou te mettant à jour un iPhone, etc., et te disant mais le suivant il va être d'enfer. Oui, tu es en train de me dire qu'ils sont en train de tuer définitivement le Mac Pro en faisant cette préannonce quelque part. Alors peut-être qu'ils jugent que finalement les volumes de vente du Mac Pro sont tels qu'ils peuvent se permettre ce genre de choses. Je te confirme. Et que au moins peut-être que ça poussera des gens qui eux allaient directement passer à des PC finalement à attendre la prochaine version. Voilà, c'est le calcul, il est peut-être là parce que il y a forcément un calcul. On est chez Apple, il n'y a pas d'improvisation. Tu vois, c'est pas Phil Schiller qui a pris son café le matin et qui a dit tiens, je vais annoncer le Mac Pro de l'année prochaine moi. Ouais. Non, ça n'existe pas. Donc c'est la seule hypothèse à peu près réaliste que je vois. Ils se disent que finalement c'est devenu un tout petit marché et puis de fait les gens sont pas super contents. Oui, il y avait une réelle inquiétude, Cédric, autour de l'avenir du Mac, tout simplement. Il fallait marquer le coup. On était modestement dans cette émission, dans la Criette, ainsi que tous les sites communautaires à l'image de Mac Forever. On poussait énormément pour avoir de la visibilité. Encore faut-il pouvoir poser la question aux gens d'Apple, bien sûr, ce qui n'est pas toujours évident. Apparemment, Apple a reçu le message. Ah bah oui, enfin ça fait combien de temps qu'il est répété ce message, tu vois? Oui, ils sont là. C'est quoi les murs de Cupertino sont assez épais. Voilà. Non, ça va. Je te rassure, ils écoutent. Il y a énormément ils travaillent beaucoup sur le feedback des gens et tout ça. Non, ce message-là, il est passé depuis bien longtemps. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est étonnant que ça prenne si longtemps. À la limite, ils n'ont pas besoin de tuer le Mac Pro cylindrique dans sa version actuelle, mais ils peuvent en ressortir un autre. Je sais pas, le Mac Pro extrême, peu importe. Mais idem pour les iMac, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui touche tous les Mac de bureau. L'iMac actuel est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à changer. Il y a plein de choses qu'on attend. Est-ce qu'il faut attendre un nouveau Mac Mini? Bref. Il y a plein d'attentes et de questions ce que les gens se posent parce que là en plus tu es sur des cycles d'équipement qui sont forcément plus longs que ceux d'un smartphone voire d'une tablette. Oui. Mais on a bien compris que le marché de la tablette c'est autre chose. Donc ouais, c'est à la fois d'une logique implacable et incompréhensible. C'est-à-dire que moi quand j'ai lu tu vois d'un tweet tiens Phil Schiller parle du prochain Mac Pro, je me suis dit ça y est, c'est bon, ils vont le sortir en juin à WWDC, tu vois, mais apparemment pas. L'année prochaine peut-être, mais voilà.
Et puis, T'imagines que c'est peut-être pour 2019. Enfin, attends. En tout cas, le Mac sera toujours là. C'est déjà important. On est plutôt heureux que Apple bouge et ait compris le message, même si on se doute bien que ça ne vient pas de nous. Gonzague, surtout que Phil Schiller ne s'est pas contenté d'annoncer un nouveau Mac Pro. Il y aura aussi de nouveaux écrans. Ça aussi, c'est une surprise. Hein. Oui, alors ils ont annoncé travailler sur un moniteur pour les professionnels. Alors qu'ils un poussaient... ou plusieurs, après avoir longuement poussé... Voilà. Sorti le leur au profit du modèle de LG qui a connu quelques déboires avec ses problèmes d'isolation. On en parlera tout à l'heure, hein, parce que tu l'as connecté au MacBook Pro Retina. Voilà, je m'en sers tous les jours, donc je commence à avoir roulé ma bosse sur le modèle. Donc ils annoncent remettre peut-être le pied à l'étrier pour les moniteurs pro. Bon, pourquoi pas. Mais peut-être aussi en partenariat avec LG. Hein. Oui, certainement pour les dalles. Et bonne surprise également, Didier, un nouvel iMac plus pro, est-ce qu'il faudrait comprendre plus évolutif également ? Moi, je pense pas plus évolutif. En fait, c'est très bizarre parce qu'ils se sont rendus compte, on a l'impression presque d'un coup, un peu au dernier moment, comme ça, notre gamme n'est pas adaptée à notre clientèle. On a des pros qui ont acheté des iMac, on a des pros qui sont partis chez les PC. En même temps, on avait un super Mac Pro, mais on l'a pas mis à jour. Enfin, c'est quand même assez inhabituel, je trouve, pour une marque comme ça d'être aussi bordélique dans sa gamme. C'est le bordel, on peut le dire. Et ouais, c'est un petit peu la crise là quand même. Ouais. Enfin, je pense que c'est une réunion de crise qu'on a eue et puis il fallait rassurer un peu les gens, leur dire bon, le Mac on l'abandonne pas, on a quand même des choses qui arrivent. Donc là, oui, je pense que l'iMac Pro c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des gens pour qui l'iMac ça suffit en fait en termes de form factor, de prix, mais qui aimeraient un petit peu plus, qui aimeraient, je sais pas, du GPU externe, qui aimeraient pouvoir changer la RAM même sur un modèle 4K par exemple, qui aimeraient pouvoir changer les SSD. Enfin, ce serait au moins le minimum. Aujourd'hui, tu peux pas. T'as un iMac avec, je sais pas, 256 Go de disque, tu peux pas le changer, quoi. Donc ta machine, elle va vivre pendant des années, et puis tu vas te retrouver avec un petit disque comme ça. Donc ouais, il y a quand même un besoin d'élargissement un petit peu de la gamme, de proposer des segmentations un petit peu différentes. Et ça va être très intéressant, mais effectivement, quel temps perdu. Quel temps perdu, c'est assez incompréhensible. On va voir s'ils vont rattraper le temps perdu, c'est le principal. Et en espérant que les utilisateurs n'ont pas été découragés, on aura l'occasion de vous en reparler dans cette émission. On va revenir à la gamme actuelle d'Apple avec le MacBook Pro, bien sûr, Touch Bar. Alors Gonzague, pour ou contre le MacBook Pro Touch Bar, pour ou contre la Touch Bar, ça a été vraiment l'accessoire qui a le plus caractérisé cette nouvelle machine. Elle remplace les touches physiques de fonction, pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents. Elle a fait couler beaucoup d'encre. De ton côté, Gonzague, tu es pour ou contre cette Touch Bar ? Est-ce qu'on va déjà à la conclusion ? Oui, bien sûr. Je suis plutôt contre la Touch Bar, parce qu'en fait, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises, mais moi, elle ne me sert pas du tout, ou alors elle me handicape plus qu'elle ne me sert. Et je ne suis pas du tout favorable à l'augmentation de prix du MacBook censé être justifié par ces merveilleux accessoires intégrés dans le MacBook. Ouais, entre 300 et 400 euros de plus, si on veut une Touch Bar. J'aurais préféré les garder sur mon compte en banque ou les dépenser autrement. Quand tu dis que en clair, tu lui as pas trouvé une réelle valeur ajoutée, c'est ça ? Non, parce que je tape sans regarder mon clavier, donc devoir baisser les yeux de mon écran pour aller trouver qu'est-ce qui s'est affiché, parce qu'en plus c'est imprévisible, plus ou moins, et ça ne fait que répéter des boutons qui sont déjà présents ou des raccourcis. Tu vois, au final, pour moi, je suis conscient que ça soit peut-être utile pour d'autres gens, mais pour moi, c'est inutile. Ouais. Didier, de ton côté, pour ou contre la Touch Bar ? Ouais, mon avis bouge pas tellement en fait là-dessus. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est mal positionnée. C'est plus un outil de débutant. Moi, je vois, j'ai des gens qui viennent comme ça, qui regardent ça et qui trouvent ça très pratique parce qu'ils connaissent pas bien les raccourcis clavier, tout un tas de trucs. Donc ça, c'est une première chose. Je pense aussi qu'elle est sous-exploitée. Apple a pas mis le paquet du tout. Là-dessus, ils ont fait des menus, des sous-menus, il y a des choses qui sont très complexes, il y a des moments où tu aimerais avoir des choses que tu n'as pas, enfin, ils n'ont pas donné même assez de souplesse au niveau de la personnalisation. Je pense qu'il y a des moments où ça pourrait être utile dans certains cas. Moi, j'ai aussi le problème de Gonzague, c'est-à-dire que non seulement je tape sans regarder, mais je suis les 3/4 du temps avec un écran externe, un clavier externe, et que la touch bar, elle est dans un coin, et elle est jamais sous mes yeux en fait. Je pense que c'est le cas de pas mal de gens qui bossent avec des écrans. Donc voilà, s'ils en mettaient une sur des claviers, ça aurait un peu de cohérence, tu pourrais un petit peu garder tes repères. Et puis c'est vrai que quelque part, tu perds tes boutons là qui sont là-haut, le escape et compagnie. Et des fois, ça te fait même perdre du temps parce que le escape, tu le sens plus, tu sais pas si tu as appuyé ou pas, si le truc était en veille ou pas. Donc oui, à la fin, je trouve que c'est pas une. Enfin, il y a de l'idée, mais ça n'a pas été bien pensé dès le départ, pas bien positionné. Et je pense que c'est un petit peu du gâchis pour le moment.
Ouais. Cédric, de ton côté, avec un peu de recul, est-ce que tu pourrais te passer demain la touch bar ou ça t'a apporté vraiment un plus? M'en passer, oui. Je suis plus amoureux du MacBook Pro en lui-même que de la touch bar proprement dite. Mais il y a quelques trucs spécifiques sur lesquels vraiment elle m'est vachement utile sous Final Cut. Pour dézoomer dans une timeline, parce que voilà, pour sélectionner exactement ce que tu veux faire. Ça, c'est pas mal. Pour visionner en accéléré des clips, etc. Ça aussi, c'est vachement bien. Mais voilà, ça reste un add-on. Didier disait, ce serait bien que ce soit dans un clavier. Ça y est, hein, ça arrive. On a vu tomber un truc, un brevet, etc. Enfin bon, ça y est, il va y avoir évidemment. Mais alors, avec par le contre, prochain Mac Pro, Cédric. Il va y avoir un petit impact, je pense, sur le prix du clavier, mais peut-être que de fait, je crains aussi. Il va passer à 700 €. Oui, à 400 voilà, €. oui, mais ce sera effacé dans le prix global du Mac Pro, tu vois, on s'en parlera même pas. Parce que là, on sait que le surcoût de la Touch Bar sur un MacBook, vu qu'il existe sans, c'est quoi? C'est quand même de l'ordre de quoi, 300 €, quelque chose comme ça? 300 et 400 €, ouais. C'est ça? Donc c'est pas inutile, hein, c'est pas purement un gadget. Je commence à voir des applications tierces qui l'utilisent et qui l'utilisent souvent bien pour accéder à des raccourcis auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Mais de fait, il y a une espèce de courbe d'apprentissage qui fait que ça te servira surtout dans des applications qui l'utilisent bien et que toi, tu utilises tous les jours. Et là, de fait, je pense à Final Cut, je pense à Logic X. Enfin, si tu passes ta vie sous ces softs-là, oui, ça peut t'aider. Mais de fait, c'est des trucs où tu vas avoir tendance à être dans une configuration avec le MacBook au milieu, 2 écrans externes, que sais-je encore, et où de fait tu vas pas forcément avoir le nez dessus. Moi, j'avoue que voilà, ça remplit son office. Est-ce que si j'avais été dans une config d'achat normale, j'aurais dit bon, je vais mettre les 300 ou 400 € de plus pour l'avoir? Bon, ça m'aurait embêté de pas l'avoir, mais c'est pas c'est pas ça. Aujourd'hui, ça vaut pas son prix. Ça ne vaut son prix que si tu en as vraiment besoin et que c'est vraiment utilisé par tous les logiciels. Et ça va venir sur plein de trucs. Et puis accessoirement, une bonne tendance, ce serait de voir si le reste du marché, les constructeurs du monde de PC, vont suivre la tendance et se mettre à imiter le MacBook Pro Touch Bar. Je te rappelle que le MacBook Pro, la Touch Bar, elle vaut le prix d'un laptop. Hein. Donc, je sais bien, mais bon, dans le monde PC, peut-être ça se traduira un petit peu différemment. Mais si on voit fleurir des Touch Bars sur les PC, c'est qu'il y a une demande. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais c'est vrai que c'est assez particulier à gérer, notamment par Windows. Ce n'est pas gagné, sachant que Windows, accessoirement, est tactile. Qu'est-ce que vous souhaiteriez en tant qu'utilisateur autour de cette Touch Bar de ton côté, Gonzague? Est-ce que tu aimerais pouvoir plus la personnaliser? C'est ce qu'on disait lors du premier test qu'on avait fait dès le mois d'octobre. Notamment là sur ton écran on voit le dock. Si tu allumes la touch bar, je ne sais pas si elle est allumée d'ici, je ne la vois pas. Elle se met en veille. Elle se met en veille. Vas-y, allume-la. Pourquoi ne pas intégrer le dock tout simplement dans cette touch bar? On reste toujours pour moi dans ce problème de sortir les yeux de l'écran et de passer vraiment plus bas dans la machine. Et l'autre problème que citait Didier, qui est que si ton ordinateur n'est pas devant toi mais relié à un clavier souris sans fil, qu'est-ce que tu veux en faire? C'est trop loin. Moi, j'ai changé mon setup. C'est que maintenant, mon clavier souris, c'est devenu mon ordinateur. Donc, je les ai mis devant moi. J'ai câblé mes écrans. J'ai plus de clavier souris sans fil. Comme ça, j'utilise Touch ID et mon clavier de Mac et le grand trackpad. Mais je ne suis pas sûr que la personnalisation m'apporterait grand-chose parce qu'en fait, toutes ces fonctions pro de personnalisation, chez les pros, ça passe beaucoup par des raccourcis et pas forcément par un petit truc qui clignote sur ton ordi. Alors, je suis nul dans iMovie, mais je me sers de la fonction scinder de temps en temps pour couper des plans et tout. Mais c'est pareil, en fait, c'est juste la flemme d'avoir appris le raccourci. Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Didier, sur une fonction qui était plutôt destinée aux débutants, parce que les professionnels utilisent plutôt les raccourcis clavier. Au-delà, il faut regarder son clavier, il faut regarder la touch bar pour sélectionner une fonction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des yeux fermés. En aveugle, on ne peut pas vraiment l'utiliser. Il n'y a pas de retour haptique comme sur l'iPhone ou sur même le trackpad qui est, lui, équipé de ce retour haptique. C'est assez incompréhensible. Ouais, et moi, d'ailleurs, je pensais qu'ils l'implémenteraient uniquement une fois qu'ils auraient trouvé un petit système comme ça pour te faire sentir un peu des faux boutons sous ton doigt. Ouais. Je vois le bouton qu'on utilise quand même souvent, c'est Escape, malgré tout. C'est vrai qu'on sent un peu le bord là, mais tu vois, des fois t'es pas complètement dessus. Enfin, t'as besoin d'un retour, d'un feeling en fait sur les boutons. Sinon, t'es obligé de regarder. Et du coup, tu te dis quelque part, est-ce que cette touch bar, elle aurait pas plus sa place presque sous l'écran, tu vois, qu'il soit dans ton champ de vision vraiment, et puis que tu puisses un peu taper dessus. Parce qu'il y a des moments en fait où t'as envie de taper sur la touch bar, puis il y a l'écran en haut, t'as envie de taper dessus, puis en fait il réagit pas. Enfin, c'est vrai que ça manque un petit peu de cohérence tout ça au niveau de, tu vois, voilà, des gestes et des habitudes que t'as pris. Après, effectivement, sur l'histoire de la personnalisation, il y a un côté
outil très utile pour les débutants avec des petits raccourcis clavier qui n'a pas besoin d'apprendre, qui apparaissent immédiatement à l'écran. Ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il pourrait faire des choses très très bien pour les pros. Cédric le disait sur Final Cut. Moi, sur Final Cut, il y a des trucs qui sont cool pour faire le zoom de la timeline, etc. C'est pas mal. Dès que tu regardes des vidéos en plein écran, tu peux te balader dans les vidéos. Mais il y a beaucoup de choses qui sont pas bien faites, où tu dois jongler dans des menus. Justement, la timeline sur Final Cut, il faut aller la chercher tout le temps. Moi, j'aimerais qu'elle s'affiche tout le temps. J'aimerais pouvoir mettre ça tout le temps. Tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de cohérence, hein, comment dire, de logique qui soit la même de navigation d'une application à l'autre, c'est ça? Non, je vois dans Office, par exemple, ils ont fait quelque chose de très simple, finalement, qui, moi, me va mieux quand j'utilise Office juste sur le MacBook Pro, et où, voilà, ils sont pas allés trop loin, mais il y a des fonctions apportées qui sont des fois même plus rapides que les raccourcis, donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Il y a des choses assez bien. Et puis, dans des soft pro, t'aimerais effectivement plus de personnalisation, mais bon, c'est le début. Moi, je suis comme Cédric, je pense qu'il y a du potentiel, qu'il y a quelque chose qui va arriver, que les éditeurs vont peut-être prendre ça un petit peu plus au sérieux, surtout quand ça arrivera sur les claviers, et que voilà, faut lui laisser sa chance. Pour l'instant, nous on n'est peut-être pas forcément le public pour l'instant idéal aussi, quoi. Quand on avait discuté ensemble dans cette émission au mois d'octobre dernier, lorsqu'on venait juste de recevoir le MacBook Pro Touch Bar, il y avait très peu d'applications à part celle d'Apple qui géraient justement la barre LED du MacBook Pro. On en est où aujourd'hui concrètement? Il y a eu des éditeurs qui sont arrivés, on a vu vraiment arriver des applications ou ça reste encore timide? Oui, clairement. Tous les gros éditeurs s'y sont mis. Justement, les derniers, c'était Office. Là, je crois que maintenant, c'est disponible pour tout le monde. Tous les softs de dessin ont bien compris que c'était cool d'avoir la petite palette de couleurs là-dedans. En fait, il y a vraiment un usage dans la touch bar qui est tout ce qui est un peu analogique. C'est quand tu veux sélectionner quelque chose sur une ligne, en fait. Et notamment, te balader dans une vidéo. Et là, il n'y a pas trop d'équivalent. Aujourd'hui, on met les deux doigts, par exemple, sur le trackpad pour faire ça. Mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et là, de pouvoir se balader, ça, c'est assez cool. Donc, voilà, ça arrive petit à petit. Je pense aussi que c'est lié aux parts de marché du MacBook Pro. Hein. L'énergie que tu mets à développer ça est directement liée à ça. C'est évident. Et puis certainement, il faut attendre, on va voir certainement, et c'est assez logique, cette touch bar, comme on le disait tout à l'heure en préambule, devrait se généraliser sur l'ensemble de la gamme, y compris les claviers externes. J'ai reçu un petit mail de notre ami Thierry Derouet, qui est aussi un fan du MacBook Pro Retina Touch Bar, et je vais essayer de vous résumer parce qu'il est très long ce qu'il a dit au propos de cette Touch Bar. Le bénéfice de la Touch Bar, c'est le gain de temps qu'elle propose, mais c'est bien une nouvelle gymnastique qui est proposée pour utiliser son Mac, bien sûr, on l'a dit. D'ailleurs, à l'usage, on a du mal à dissocier aussi bien le confort prodigué par le nouveau clavier du MacBook Pro, qui demande à ce que l'on oublie ses anciennes habitudes de bûcheron. C'est vrai que le clavier, il faut taper tout doucement parce qu'il est très bruyant, on en parlera tout à l'heure. Et puis l'énorme trackpad, hein, et ainsi que la touch bar. Donc effectivement, il y a un nouvel environnement qui se propose à vous. La touch bar est donc réellement un dispositif complémentaire et non pas un truc qui est posé là, et le meilleur est à venir. Donc on a hâte de voir ça. Dernier point, tu en parlais tout à l'heure, je crois que c'est toi qui en parlais avec Gonzac. Une des fonctions où tout le monde est à peu près unanime, c'est l'arrivée de Touch ID dans cette touch bar, qui est une vraie valeur ajoutée. Ouais, Touch ID, je m'en sers beaucoup. Donc, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers pour déverrouiller OnePassword. Je m'en sers parce que quand je m'éloigne de mon poste de travail, je le verrouille. Donc là, plutôt que d'avoir à taper un mot de passe et que les gens le voient, tu mets ton doigt dessus, c'est un peu plus confortable. Oui, en plus, tu peux valider ton compte iTunes, installer des applications. Oui, alors ça marche d'entrée de code. pas encore partout dans le système. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques fenêtres qui viennent te demander ton mot de passe quand tu fais des opérations avec le système. Mais bon, je pense que ça va venir, ça sera intégré bientôt partout. Ça, je trouve ça très pratique. Je rebondis sur un dernier truc que mentionnait Didier. Ouais. Comme on n'a pas de sensation physique sur les touches, il m'arrive souvent d'appuyer sur la mauvaise dans ma touch bar. Parce qu'en fait, j'essaye d'appuyer sur un truc où j'ai placé mon doigt quelque part et je verrouille mon Mac. Parce que j'ai placé le bouton à cet endroit-là. C'est très frustrant. Ouais. Et au-delà, par contre, ce qui est un peu dommage, tu disais c'est assez pratique, mais si on a une Apple Watch, par exemple, le Touch ID, il se déverrouille tout seul. Enfin, voilà. Oui. C'est un peu redondant avec l'usage d'une Apple Watch. Là aussi, il aurait fallu que peut-être cet usage arrive un petit peu plus tôt. Enfin, en tout cas, si vous voulez vraiment vous donner une idée précise de ce que vaut cette touch bar, ne vous comptez pas d'aller dans un Apple Store ou dans un magasin tiers pour la tester. Il faut passer de longues heures pour vraiment découvrir dans les différentes applications la valeur ajoutée que ça peut apporter. Et il y a un truc assez intéressant que vous pouvez faire vraiment, même si vous n'avez pas de touch bar à la maison et ni de MacBook Pro. Il suffit de brancher un Mac sur un iPad avec l'application Duet qui vous permet de transformer votre iPad en un écran externe. Et la dernière version de Duet simule une touch bar tactile sur le bas de l'écran externe. Regardez ça, c'est étonnant. Et vous allez très vite comprendre et découvrir très rapidement et très facilement pour quelques euros seulement la valeur ajoutée d'une touch bar, et peut-être ça vous donnera l'envie de l'adopter ou pas.
On verra. On a fait le tour de la touch bar. On a évacué ce problème. On va passer d'abord, on va revenir un instant sur le concours de notre partenaire. Et puis on reviendra sur l'autre sujet polémique, le port unique, le Thunderbolt 3. Cette semaine, notre partenaire Crucial vous offre un disque SSD MX300 d'une capacité de 525 Go pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et booster ses performances. Mais ce n'est pas tout. Crucial vous offre également un second lot, un kit de mise à niveau mémoire pour votre Mac. Cette RAM qui a pour particularité d'être sans plomb et sans halogène vous sera proposée dans la capacité et pour le modèle de Mac de votre choix. Le Thunderbolt 3 est-il une réelle valeur ajoutée, un réel avantage ou au contraire un inconvénient? On a tout de suite compris qu'il était nécessaire d'avoir une ronde d'adaptateurs. On a vu une flopée d'adaptateurs qui sont sortis et le prix n'était pas donné. Alors Apple, et c'est plutôt une bonne chose, a fait un effort, un geste sur un prix qui reste quand même élevé. Bon, j'ai pas dans le plateau avec moi, mais moi je me balade une trousse de câbles. Lightning vers USB-C. Oui, tu n'as pas d'USB, tu n'as pas d'HDMI, rappelons-le. Tu n'as plus de Thunderbolt 2, tu as du Thunderbolt 3, et tu n'as plus de SD card. Donc forcément, il n'y a pas d'Ethernet, mais ça, c'est pas nouveau. Alors concrètement, est-ce que ça t'a tout de suite manqué, ce changement de paradigme en termes de port, ou très rapidement tu t'es habitué? En fait, ça me manque dans pas mal de situations où j'avais l'habitude de pouvoir juste amener mon Mac. Par exemple, à la maison, j'ai un écran externe pour travailler. Je n'ai toujours pas racheté d'adaptateur pour le faire, parce que j'avais l'habitude de brancher mon mini DisplayPort et de pouvoir travailler, ou un câble HDMI. Quand je vais chez mes parents et que je veux regarder un film sur la télé, câble HDMI. Tout ça, aujourd'hui, ça nécessite d'avoir un adaptateur. Quand je veux décharger les photos de mon appareil photo, lecteur de carte SD. Bon, alors là, c'est pareil, c'est une galère. Oui, ça, c'est un vrai handicap. Du coup, là, si tu fais de la vidéo, par exemple. Pour éviter d'avoir à acheter 12 adaptateurs différents, j'ai acheté un adaptateur qui fait USB-C vers Ethernet et avec 2 ports USB 3 au format classique. Donc ça me dépanne à la fois pour quand j'ai besoin d'un câble Ethernet, puisqu'il n'y a pas non plus de prise réseau. Bon, ça, c'est pas nouveau. Et quand j'ai besoin d'USB sur lequel je mets un adaptateur pour lire des cartes SD. Ça commence à devenir très compliqué. Oui, ça devient compliqué. Est-ce que vous avez rencontré, messieurs, des problèmes d'incompatibilité avec tous ces adaptateurs, avec vos écrans, ou sans, avec vos disques durs USB, Thunderbolt 2, Thunderbolt 1? Ça s'est plutôt bien passé? On commence avec Didier, peut-être? Moi, la connectique ne m'a pas posé de problème à partir du moment où en fait, tu arrives à trouver ton schéma d'utilisation, où tu as effectivement tout à ton bureau et que tu es quelqu'un d'un peu sédentaire. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, les deux gros manques que j'ai vraiment, c'est le port SD, parce que nous, on fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, comme beaucoup de clients Apple. Et la carte SD, elle va durer encore 10 ans ou 15 ans, ou peut-être moins, j'en sais rien, mais elle sera là pendant un moment. Et le HDMI, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que c'est deux trucs qu'ils ont enlevés et qui n'est pas du tout remplacé par l'USB-C. Il n'y a pas aujourd'hui des rétroproches, des vidéos proches qui sortent en USB-C ou des appareils photo qui se déchargent en 3 secondes en USB-C. Donc, ça va peut-être arriver un jour, mais pour l'instant, dans le présent, ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est assez problématique. Après, comme le disait Gonzague, on a quand même plein de fois, on est dans le train, on nous prête une carte USB. Tu vois, alors donc, finalement, si tu n'as pas ça, en mobilité, tu es mort. C'est-à-dire que tu ne peux quasiment, on peut rien te prêter, quoi. Donc même pour brancher ton iPhone que tu achètes tout neuf à l'Apple Store, il te faut ça. Donc c'est assez indispensable. Tu parlais des incompatibilités. Moi, j'en ai une qui me pose souci, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire j'ai acheté mes écrans USB-C Thunderbolt 3, cool. J'arrive chez moi, j'arrive au bureau, je le branche. Par contre, tu peux pas brancher d'autres Mac dessus. Parce que les autres Mac, il n'y a pas ces adaptateurs dans l'autre sens. Et ça, c'est pénible, par exemple. C'est un peu le seul truc qui m'embête. Si tu veux, cette connectique, globalement, on s'y fait quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles ils ont été un peu jusque-boutistes. Et ça, c'est dommage parce que je ne pense pas qu'ils reviendront en arrière en plus. Avec les écrans, toi aussi, tu as fait le même choix. Tu as acheté les dernières générations d'écrans Thunderbolt 3. Moi, j'ai acheté les 2 écrans 5K LG. Ouais. Donc, j'ai acheté aussi le MacBook Pro 15 pouces qui va avec, puisque ce n'est pas possible de les utiliser avec le 13. Ouais. Je suis très satisfait des écrans, etc. C'est des belles machines. Bon, ça coûte quand même un bras. Ils ont de la connectique USB à l'arrière au format USB-C, une webcam intégrée, des enceintes intégrées, un micro intégré. Donc, tout ça, c'est plutôt pas mal. J'ai par contre aussi des problèmes de fonctionnement au quotidien, c'est-à-dire que quand je les branche, ils ne sont pas reconnus, il faut mettre le port à l'envers pour que ça marche, ou alors je les branche, j'ai l'image mais je n'ai pas les périphériques USB qui sont connectés. Tu vois, c'est quand même... Oui. On comprend bien que voilà, on arrive avec une machine qui a un coût important, mais c'est vrai qu'il faut quand même essuyer les plâtres. Hein. C'est souvent le cas quand un nouveau standard émerge. On l'a vu du temps de l'iMac avec l'USB, on l'a vu sur le Thunderbolt 1, le Thunderbolt 2.
Ce qui est peut-être nouveau cette fois-ci, c'est que le Thunderbolt 3 semble vraiment décoller. On a vu énormément, notamment lors du CES, Cédric, énormément d'accessoires s'annoncer des sortes de docks qui permettent de proposer une multitude de ports. Pourquoi ? Parce que le monde PC semble aussi adhérer à ce standard, ce qui n'était pas le cas du Thunderbolt 2 et Thunderbolt 1, Cédric. Ouais, non, clairement. Et puis là, pour le coup, c'est un vrai standard de l'industrie. Donc c'est vrai qu'ils ont joué le coup d'avance et je pense qu'ils ont eu raison. Maintenant, de fait, je rejoins ce que disent tous mes petits camarades. Si tu pars de chez toi sans la lime, t'es embêté. Et alors sans tes adaptateurs, c'est pas grave, faut rentrer chez toi, quoi. Et on s'aperçoit de problèmes divers et variés. Moi, j'en ai commandé plein, des longs, des courts, des noirs, des blancs, etc. Toutes les couleurs sur Amazon. Quand tu t'aperçois que par exemple, t'as un adaptateur USB, tu branches un disque dur dessus, tu t'aperçois qu'il adapte, mais il adapte en USB 2, pas en USB 3. C'est embêtant. Ah oui, ça c'est assez vexant. Bref, tu découvres ce genre de petits trucs. Alors c'est pas gênant quand tu branches comme là par exemple un micro, mais ça l'est plus avec un disque dur. Voilà, je pense que c'est une espèce de période transitoire. Faut juste pas partir sans ces adaptateurs. Évidemment, de fait, si tu utilises dans une configuration plutôt de bureau, ouais, t'as envie d'avoir une docking station avec toute la connectique, un lecteur de carte SD, un HDMI, etc., etc. Mais ça existait déjà sur le Thunderbolt 2. Ouais. Donc voilà, le reste va se développer. Enfin, je veux dire, le reste de l'industrie et surtout des accessoires vont rattraper le truc. Ça commence déjà. Et puis, ça y est, tu commences à voir dans d'autres mondes plein de smartphones en USB-C, par exemple. Et là, tout à coup, bah là, c'est chouette. J'ai déjà le câble qu'il faut. Tu vois, c'est comme papa dans maman. Je peux même recharger mon smartphone avec la lime du Mac, même si parfois il y en a, ils font genre bon bref, parce que ça fait quand même beaucoup d'alimentation. Mais voilà, bon, c'est des choses qui vont se régler. C'est presque honnêtement de l'ordre du détail. On va dire que voilà, il y a une connectique suffisante. Oui, par contre, lorsqu'on avait discuté ensemble il y a quelques mois de l'arrivée de cette machine, il n'y avait pas encore d'idée de disque dur compatible à la norme Thunderbolt 3. Qu'est-ce que ça donne maintenant qu'ils sont arrivés en termes de performance ? Est-ce que, et c'est ça le plus important, notamment pour les vidéastes et les pros, est-ce que tu as réellement senti une différence par rapport au Thunderbolt 2, voire à l'USB 3 ? Alors, des disques, il n'y en a pas beaucoup. Hein. À ma connaissance, il y a même, je crois, que la SIC en fait. Alors, peut-être maintenant, ça doit commencer un petit peu à se développer, mais vraiment, là, on les cherchait. Mais sur un NAS Thunderbolt 3. Ouais, disons qu'il faut bien comprendre que c'est le Thunderbolt 3, moi, la SIC nous a vraiment dit, tant qu'Apple n'a pas implémenté le Thunderbolt 3, presque la norme n'était pas arrêtée, quoi. Tout ce qui est sorti avant, c'est presque caduque aujourd'hui. Donc vraiment, ils avaient besoin de ça et ils avaient besoin de travailler avec Apple aussi, qui est quand même un des gros promoteurs du Thunderbolt 3. Alors nous, on a essayé le Bolt 3, donc qui est un disque Thunderbolt 3, qui est un espèce de RAID avec deux disques qui permet d'atteindre les débits du Thunderbolt 3, qui sont pas de 40 gigabits pour les données. Ça 40 gigabits, 25, c'est 26. Le débit maximal du Thunderbolt 3. Hein. Oui, mais avec une réserve pour les moniteurs, en fait. Donc, ils n'ont pas accès à tout le débit. Donc, t'en as à la moitié, ce qui est déjà pas mal. Par rapport au Thunderbolt 2, ils avaient le même problème. Donc, c'est des disques qui sont, en fait, pas du tout pour tout le monde, c'est uniquement pour les gens qui font de la vidéo avec des très gros besoins. Et d'ailleurs, j'ai discuté beaucoup avec les gens de la vidéo. C'est pas forcément, ils attendaient pas ça forcément comme le Messi encore. C'est quelque chose, c'est bien que ça arrive, mais effectivement, avant d'avoir de la 8K non compressée, etc., t'as d'autres besoins avant que uniquement ces problèmes de stockage. Mais bon, voilà, ça arrive. C'est des produits qui sont chers. Là, on avait 2 Tera pour 2400 €. Donc, tu vois, tu vas pas acheter ça pour. C'est pas tous les jours. Pour faire un peu, voilà, même pour faire du traitement vidéo, l'USB 3, ça suffit, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment extrêmement spécifique. Quoi. Dernier pas pour conclure sur la connectique, la disparition, et ça fait quelques générations de machines qu'on n'a plus le fameux MagSafe, Gonzague. Est-ce que ça t'a gêné à nouveau, la disparition de ce MagSafe, qui était un petit peu le connecteur de charge iconique, qui permettait d'éviter de faire tomber son ordinateur lorsqu'on se prend le câble avec le pied? Est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'il a chuté concrètement? Alors moi, c'est mon deuxième MacBook Pro Touch Bar déjà, mais le premier a chuté, mais pas pour cette raison. Il a glissé de mon lit et il a été bien entaillé. Mais le MagSafe me manque. Alors après, ce que je trouve extrêmement pratique, et on n'a pas forcément le réflexe tout de suite, c'est de pouvoir utiliser n'importe quel port de la machine pour la charger ou pour brancher mes différents adaptateurs. Ça, je trouve que c'est un bon point. Tu vois, malgré la réticence qu'on peut avoir à acheter des adaptateurs, à se forcer à faire le changement, puisqu'en fait, on est tous résistants au changement.
Donc ce côté uniforme des ports Thunderbolt de chaque côté avec cette connectique qui est la même, je trouve ça pratique, malgré la disparition du MagSafe. Et puis tu l'as dit, on peut brancher les adaptateurs, on peut brancher un adaptateur n'importe où pour le charger, et puis on peut brancher éventuellement une batterie externe, ce qui est assez nouveau aussi pour un MacBook Pro. Ouais. Alors on a à peu près clôturé les 2 sujets qui faisaient le plus polémique. Il y en a d'autres, hein, vous verrez, mais après, les questions Twitter et après le busomètre de la semaine. Beaucoup de questions ce soir autour du MacBook Pro Touch Bar. On va en sélectionner qu'une parce que malheureusement nous sommes déjà en retard. Une question de Dorian Richard. Pensez-vous que le futur du Mac soit dans un objet comme le Samsung DX qui transformerait l'iPhone en un véritable Mac, Cédric? Tu peux nous rappeler ce que c'est le Samsung DeX? Ça s'appelle DeX. En gros, imagine, tu as ton smartphone, tu as une petite docking station que tu mets en dessous, et sur la docking station, tu connectes un clavier, une souris et un moniteur, et tout à coup, ça devient ton ordinateur de bureau. Parce qu'évidemment, tu as une puissance de traitement à l'intérieur du smartphone qui fait que tu peux faire de la bureautique, tu peux faire du web, tu peux faire plein de trucs. Ça, c'est ce qu'ils ont présenté la semaine dernière à New York au moment du lancement du Galaxy S8. Et oui, de fait, c'est assez convaincant. Il y a plein de configurations pour lesquelles tu te dis, oui, c'est pas con. Plutôt que d'investir dans plusieurs machines, je vais investir dans un smartphone un peu plus cher que les autres, mais qui fera ça en entreprise, ça peut avoir du sens. Donc, je pense que ça fait partie de ces choses. Nokia l'avait déjà fait il y a quelques années avec Windows. Ouais. Ça fait partie de ces choses où tu sais on avait vu des choses comme ça chez Microsoft, effectivement. Ouais. Voilà, et tu te dis la logique serait que ça arrive, mais on va dire que là tu serais sur une configuration équivalente, j'ai envie de dire plutôt d'un Mac Mini, tu vois ce que je veux dire, ou d'un petit MacBook, quoi. Hein, c'est ça, mais quand on voit que l'iPhone allait perdre d'un MacBook, quoi, en gros aujourd'hui. Ouais, mais bon, dans une utilisation bureautique classique, c'est un peu le client léger que tu balades partout. C'est pas si mal. Alors les futurs. Moi, à la maison, j'ai un Chromebook, par exemple. C'est bien, c'est pratique. Des gens passent à la maison, ils ont besoin de faire des trucs. Je leur file le Chromebook, ils mettent leur compte Google, ça marche. Et tout à coup, tu as une espèce de configuration qui n'est pas forcément une machine. Ta machine de tous les jours, quoique, à voir, parce que ce que tu fais aujourd'hui avec des clients légers et des machines virtuelles, tu fais quand même pas mal de choses. Alors, on parlait du futur développement d'Apple. Il y a beaucoup de rumeurs. Cette semaine, on fait le point tout de suite avec Gonzague. Le busomètre, le classement des rumeurs qui ont le plus buzzé autour d'Apple. Bien sûr, on ne met pas les annonces de Phil Schiller, puisque c'est plus des rumeurs. Hein. Non, elles semblent être plus que véridiques, vu leur apparition dans l'Apple Store hier. Alors, t'écoutes, Gonzague. En numéro 1, un écran OLED 5,8 pouces pour l'iPhone 8. Ouais, ça se confirme. Rumeur alimentée par un supposé achat par Apple de beaucoup d'écrans auprès de Samsung. C'est ça, 70 millions. Apple aurait commandé 70 millions de dalles. J'espère que les dalles sont plus fiables que leur batterie. Oui. Point numéro 2. Et il revient souvent. La recharge sans fil sur l'iPhone, et plus que jamais on a envie d'y croire, parce qu'avec toutes les connectiques variées que nous imposent les constructeurs, dont Apple, mais pas que, ce serait un confort le soir que de pouvoir poser son Apple Watch, son téléphone et tes AirPods si tu ne les as pas encore perdus. Oui. Voilà, tous ces petits tâtonner à brancher le câble. Le soir, c'est une galère. Moi, ma table de nuit, c'est un hub USB. C'est un hub géant. Troisième rumeur, une Apple Watch 4G. Qui n'aurait pas de SIM physique à l'intérieur. Ouais. C'est une rumeur à laquelle on a donné 3 étoiles. Moi, je sais pas. Tu veux pas y croire, toi? Moi, en fait, on l'a vu arriver dans le monde Android, ça. On l'a vu arriver dans le monde Android, oui, mais on a vu aussi des choses très bizarres arriver dans le monde Android qu'on verra jamais chez Apple. Ce soir, non, mais c'est vrai, il y a de tout et de rien. Avec Android, tu fais effectivement ce que tu veux. Ouais. Et avec ce que tu veux, toi, tu es un artiste et tu fais un truc de dingue. Voilà. Non, c'est vrai que c'est ce qui manque aujourd'hui, qu'elle coupe le cordon avec l'iPhone, cette montre. Ouais, mais moi, je reste pas un grand croyant dans l'Apple Watch, et donc déjà que je lui trouve pas d'intérêt quand elle est connectée à mon téléphone, je vois pas trop ce que ajouter une carte SIM viendra rendre mieux dans l'expérience, puisque de toute façon, ce qui me frustre, c'est mon interaction avec elle. Pas le fait qu'elle soit connectée ou déconnectée, c'est plus le fait que l'écran est tout petit et c'est une galère de s'en servir. Dernière rumeur ? Non. Quatrième rumeur ? Avant-dernière rumeur ? Ouais. Apple veut commercialiser des bouquets de chêne. Mais c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors ça... Ça, c'est une autre rumeur. Mais ça, c'est pas qu'une rumeur. Enfin, pour moi, ils sont en train d'en poser les fondements avec tout le service de télé autour de l'Apple TV. Et puis quand tu vois aujourd'hui Molotov qui vient d'annoncer 1 million d'utilisateurs, je crois que c'est pas mal. Et qu'aux États-Unis, parce qu'en France on souffre pas trop de ça, mais aux États-Unis c'est quand même assez compliqué de regarder la télé. Il faut souscrire à tout un tas de bouquets.
Apple a peut-être un intérêt déjà à prendre des commissions sur chaque abonnement vendu, et puis à rassembler tous ces programmes dans une seule interface plus cohérente. Et dans un forfait unique, peut-être. Oui, voilà. Un HBO, un ESPN. Tant qu'ils peuvent prendre un petit peu d'argent au passage, voilà. Je pense qu'ils seront très contents. On sait qu'on en a fait une émission il n'y a pas très longtemps avec Canal notamment, Cédric y était, on sait qu'il manque un petit peu de... Voilà, la stratégie, ça tâtonne. Ouais, c'est la dernière rumeur comme quoi il privilégierait des chaînes existantes pour proposer des packages, plutôt que de lancer leur propre service concurrent de Netflix. La difficulté, c'est d'avoir les accords avec tout le monde, parce que j'en souhaite bien du plaisir. De la même façon que ça peut se produire dans beaucoup d'autres secteurs, le fabricant ou le vendeur de contenu n'a pas forcément envie d'abandonner son expérience et son interface au profit de la tienne. C'est devenir finalement, un peu comme les FAI sont devenus des vendeurs de tuyaux, devenir dépendant d'un tiers. Voilà. Dernière rumeur, un iPad Pro, on lui met 10,5 pouces, on lui met qu'une étoile. Oui, il descend en classement de semaine en semaine. Est-ce qu'on y croit? Il devait arriver en avril. L'avril, il commence à être bien entamé, les enfants. Ouais, le 1er avril est passé. C'est assez bizarre parce que c'est vrai qu'il y a cet iPad Pro là qui fait la taille d'un MacBook, 13 pouces. Et puis l'autre, dont j'aime beaucoup le format parce qu'il est un peu plus transportable, parce que celui-là, quand tu lui rajoutes un clavier, ça fait le poids d'un ordinateur, sans avoir à gérer les virus, etc. Mais ça fait, et puis c'est aussi le coût d'un ordinateur. C'est plus fragile. Donc est-ce qu'un iPad Pro 10 pouces 5 arriverait? On n'y croit pas beaucoup, mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Alors, on aura l'occasion de revenir. On serait ravis de faire un live pour un spécial iPad, mais on a du mal à y croire. Encore une fois, l'Apple Park semble un petit peu en retard et qu'il n'y aura pas de keynote, je pense, avant le mois de juin. Si l'Apple Park est disponible au mois de juin, ce qui n'est pas encore gagné ici. Il devrait être prêt pour la WWDC. Allez, un petit coucou à notre annonceur et puis on revient à la deuxième partie de cette émission. On va parler cette fois-ci de l'usage au quotidien, du design et du côté très pratique de cette machine. Cette semaine, notre partenaire Crucial vous offre un disque SSD MX300 d'une capacité de 525 Go pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et booster ses performances. Mais ce n'est pas tout. Crucial vous offre également un second lot, un kit de mise à niveau mémoire pour votre Mac. Cette RAM qui a pour particularité d'être sans plomb et sans halogène vous sera proposée dans la capacité et pour le modèle de Mac de votre choix. Quid du MacBook Pro Touch Bar au quotidien, quid de son design, est-ce qu'il a plutôt bien vieilli? Apparemment vous êtes tous à peu près d'accord, vous avez tous pris la même couleur, du gris sidéral. Moi, je le trouve magnifique dans cette couleur. Mais le problème n'est pas la couleur, il est extrêmement fragile. Mais vraiment extrêmement. Le moindre, tu fermes sans faire exprès, la fermeture éclair de ton sac dessus. Il marque énormément, c'est ça? Il marque très fort. Alors, non mais plus qu'il marque, il se déforme. Ah ouais? Oui, moi la petite chute qu'il a fait de mon lit, c'était vraiment, il est tombé de ça. Le truc était tordu, l'écran était tordu, machin. Donc évidemment, la partie des joints qui empêche la poussière d'entrer dans l'ordinateur ne fonctionnait plus. Donc l'écran était dégueu tous les jours. Il a vraiment explosé du coup. Donc ça va assez vite. Je l'ai posé sans faire exprès sur une tablette dans un avion avec un peu de métal au-dessus. Totalement rayé en dessous. Ouais. Enfin, bref, ça va assez vite. Il faut être très méticuleux. Et mon regret, c'est que je suis passé du 13 au 15 pouces. Oui, moi, et sur le 13 pouces, c'est une taille qu'on peut vraiment plus facilement poser un peu partout. Le 15 est très imposant et il faut avoir de la place pour le poser. Didier, tu as aussi eu quelques soucis techniques, je ne sais pas si c'est d'ordre cosmétique, mais avant de parler de ces soucis, qu'est-ce que tu as pensé du cosmétique et du côté pratique de cette machine? Moi, physiquement, je le trouve magnifique. Enfin, vraiment, justement, j'ai dû le renvoyer pour le faire réparer. Et pendant ce temps, j'ai repris mon vieux Retina. Il a l'air d'un dinosaure à côté. Il prend même au niveau vieux, entre les mains. Et justement, moi, je trouve qu'on a presque un 13 pouces d'avant avec le 15 pouces. Il est beaucoup plus léger. Je suis d'accord. On gagne 200 grammes, mais ça fait vraiment la différence. Je suis d'accord sur presque. Il pourrait le faire en 17 pouces. Et sans faire un truc trop monstrueux. Je suis d'accord. Moi, je reste un fan du 17 pouces. Vous n'allez pas vous balader avec un 17 pouces, mais ça ne va pas. La personne qui m'avait convaincu de prendre le 15 pouces, c'est Anne Fan du Journal du Geek qui m'avait dit le 15, c'est le nouveau 13. Effectivement, je suis très d'accord et on s'y fait bien. Ouais, il est plus léger, donc il gagne 200 grammes par rapport à l'ancienne version, et puis il est surtout beaucoup plus compact, c'est-à-dire qu'il prend moins de place, donc c'est quand même aussi plus agréable. Cédric, tu as eu des soucis, toi, d'abord comment tu l'as trouvé, et au-delà, est-ce que tu as des petits soucis d'entretien, de rayures? On sait que les anciennes versions aluminium étaient très résistantes et surtout ne craignaient quasiment rien, ou presque.
Ouais, et de fait, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusque-là. Moi, j'ai testé les deux. J'ai testé le 13 et le 15. Là, je suis sur le 15. Et bon, il y a un effet de cliquet, c'est-à-dire qu'une fois que tu as commencé à faire du montage vidéo sur le 15, tu peux plus revenir sur le 13, c'est pas possible. C'est clair. En termes de taille d'écran et de résolution, enfin voilà, c'est pas dépassable. Maintenant, oui, de fait, c'est une belle machine. Physiquement, je dirais pas fragile, mais il faut la protéger, quoi. J'étais à deux doigts quand même de lui mettre, tu vois, une coque, mais c'est un peu dommage. Cédric, tu vas mettre. Ah, si, moi aussi. Mais non, on ne sait pas mettre une coque à un ordinateur. Mais si, mais je sais que c'est dommage, parce que la machine est magnifique en elle-même, mais de fait, tu vois, le moindre choc, le moindre truc qui frotte dessus, ça marque un peu. Enfin, c'est bon, voilà. Alors sur la taille, moi j'ai adoré le 13 parce qu'il était plus petit, évidemment, éminemment plus puissant que mon MacBook Air précédent. Mais imagine, il était plus petit. Le jour et la nuit. Tu l'as gardé très longtemps, ton MacBook Air en plus, donc ça a dû vraiment te faire un changement. J'ai gardé facilement 5 ans. Et j'aime beaucoup le 15. Je me demande s'ils auraient peut-être dû explorer l'idée d'un 14 pouces, parce que ça aurait peut-être été la taille idéale. Là, ça aurait été vraiment le nouveau 13 pouces. C'est la théorie de notre ami Paul Rony, qui présente avec moi cette émission il n'y a pas si longtemps que ça. Et effectivement, d'après lui, Apple devait passer à des formats pairs de diagonale. On avait le MacBook 12 pouces, on va avoir le MacBook 14 pouces. J'adore le 12 pouces. Et de fait, le 13 pouces est magnifique et super portable. Le 15 pouces, j'ai envie de dire que ça marche bien si tu voles en classe affaires, quoi. Parce que en termes de place, moi j'ai essayé de faire du montage sur une tablette en classe éco, non, ça c'est beaucoup moins bien. Ouais, donc il faut passer. De toute façon, quand tu t'achètes un 15 pouces, tu peux aller en business aujourd'hui. Avec Apple, il n'y a pas de problème. Et tous les ingénieurs d'Apple voyagent en business, c'est bien connu. On a parlé du form factor. Qu'en est-il du confort d'usage? Donc il est plus léger, quand même. Bon, c'est vrai que le 15 pouces, l'ancien modèle, c'était déjà le Retina, un beau progrès en termes de poids par rapport à l'ancienne version du MacBook Pro qui était très lourd. Moi j'en pouvais plus, j'avais mon dos qui s'est déformé. Quid de l'usage au quotidien? Moi, j'ai adoré le clavier. J'ai adoré le clavier lorsque je l'ai eu pendant quelques semaines. Mais il a beaucoup été décrit pour son bruit. Est-ce que tu confirmes? Non, mais je trouve qu'on en a fait touche beaucoup. Papillon. Il faut un peu adapter sa frappe. C'est vrai que si tu tapes comme un bourrin, on peut avoir l'impression que tu tapes sur un ordinateur des années 80. Mais en tapant délicatement, c'est pas si bruyant que ça. Alors après, effectivement, c'est un peu plus bruyant que la génération précédente. Mais c'est pas si choquant, tu peux appuyer plus doucement, il faut s'habituer, c'est vrai que c'est un coup à prendre. Ouais. Tu confirmes, Didier? Oui, clairement. Moi, j'ai exactement le même ressenti dans le train. Tu vois, les gens qui tapent comme des fous. Effectivement, des fois, tu peux adapter ta frappe et ça marche pareil. Tu vas souvent sur des PC. Oui, mais des fois, c'est le passage de l'un à l'autre, en fait. C'est plus calme avec les Microsoft. Non, mais c'est vrai. Les gens, quand on entend taper comme des bourrins dans le train, ils ont un vieux Lenovo ou un ThinkPad qui fait la taille du train, un pavé numérique, la taille de la voiture. Et puis ils ont tous PowerPoint avec des trucs confidentiels affichés d'ailleurs, c'est génial en général. Et ils tapent, c'est compliqué. Tu regardes les PowerPoint qui défilent avec les bien sûr, avec les chiffres, avec marqué confidentiel. Ça m'a toujours fait rire ça, for your eyes only. Et par contre, moi j'ai tendance quand même à riper un peu. Je trouve que, peut-être c'est une question d'habitude, mais là tu vois, ça fait pratiquement 6 mois et je glisse encore d'une touche à l'autre parce qu'en fait l'espacement entre les touches n'est pas énorme et des fois tu tapes sur la touche d'à côté. Et j'ai aussi, on en parlera peut-être juste après, mais le trackpad, de temps en temps j'ai les pouces qui arrivent dessus et le curseur on va en parler juste après. Mais peut-être l'avis de Cédric sur le clavier. Moi je l'ai trouvé hyper confortable et contrairement à Didier, moins sensible aux erreurs de frappe parce que simplement les touches sont plus larges. Oui, c'est ça. Moi, je le trouve assez confortable. Il y a évidemment une période d'adaptation, comme à chaque fois que tu changes de clavier. Il y a des gens, ils veulent pas changer de clavier. Ils changent de machine, mais ils gardent leur clavier. On en connaît quelques-uns dans ce cas-là. Donc, oui, de fait, Microsoft, c'est ça? Pardon? Non, leur vieux clavier Microsoft, mais je pensais. Exactement, ouais, tout à fait. Avec des prises DIN. Ouais, et ça fait cloc, cloc, cloc. Et voilà. Il y en a, ils adorent. C'est des vieux claviers IBM qui font un barouf d'enfer. Mais c'est vrai, ce côté très responsif où tu sais quand tu as tapé. Ouais. Mais de fait, oui, quand tu passes d'un autre clavier à celui-là, au début, c'est que tu as tendance à taper comme un bourrin. Mais évidemment, la course de la touche est tellement courte que ça fait un bruit de fou. Oui, de fait, après quelques semaines, tu t'adaptes. Enfin, c'est plus un sujet. C'est-à-dire que tu vois, tu te dis pas tous les soirs, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû prendre cette machine. Non, c'est pas un sujet. C'est juste qu'il y a une période d'adaptation, comme avec le trackpad, comme avec le reste. Mais c'est vrai que le clavier en lui-même, au début, j'ai eu quelques craintes, mais non, en fait, il est
est confortable. Moi, je tape vite et bien avec, j'ai pas de souci. Comme le disait Didier, ou je ne sais plus tout à l'heure Gonzague, moi j'ai eu beaucoup de mal lorsque j'ai dû rendre le modèle de test à Apple quand je suis revenu à mon MacBook Pro, ancien modèle 13 pouces, à revenir à l'ancien clavier, c'était difficile. Et surtout, à réintégrer le trackpad. Alors c'était carrément mission impossible parce qu'il est gigantesque et moi, j'adore. Hein. On s'y fait très bien, je trouve. Alors j'ai par chance pas eu les problèmes que Didier a pu rencontrer de clic intempestif. Non, en fait, c'est ça que j'aime bien avec le design de ce nouveau MacBook et c'est aussi, ça vient compléter ce que disait Didier. Quand tu vois l'ancien, tu as l'impression d'avoir vraiment une antiquité. Et ils arrivent à faire un design qui est tellement amélioré ou vraiment de mieux en mieux. Oui, sans révolutionner, c'est ça qui est. C'est pas une révolution, mais c'est une très belle évolution. Donc ça va dans le sens logique. Le truc est super fin, la finition est magnifique. Alors malheureusement au prix de s'abîmer un peu plus vite. L'autre m'avait l'air d'avoir un côté un peu plus passe-partout, costaud. Mais non, le trackpad. Aucun problème. Et du coup, étant donné que le trackpad est plus large, c'est beaucoup plus facile de faire les fameux gestes que j'ai eu du mal à acquérir, parce que moi j'étais plutôt habitué au raccourci clavier, et c'est encore un argument de moins pour la touch bar finalement, Didier. Oui, c'est clair. Mais en fait, ce trackpad, c'est drôle parce qu'au début, tu arrives, tu vois ce truc, tu sais pas trop. On a même pensé que c'était une tablette graphique à un moment donné. Hein. On s'est dit, tiens, on pourrait mettre un stylet. Ouais. Et puis finalement, tu t'y fais et tu trouves qu'ils ont fait un truc super, quoi. C'est quand tu reviens à ceux qui ont un petit trackpad. Alors, il y a beaucoup moins de place, c'est vrai, pour poser les poignets, c'est assez sensible. Est-ce que tu as eu, justement, comme Didier l'a décrit tout à l'heure, moi, ça m'est arrivé de temps en temps de glisser un doigt et de voir le pointeur de Word monter de 10 lignes, ce qui est assez perturbant. Il faut faire attention un petit peu au début, il y a un coup à prendre. Hein. Peut-être sur le 13, sur le 15, j'ai pas de souci parce que tu as vraiment la place de poser les mains sur les côtés. Enfin, c'est pas non, ça aussi, ça fait partie d'une période d'adaptation. Mais de fait, là aussi, il y a un effet de cliquet. Ça serait compliqué maintenant de revenir à un trackpad beaucoup plus petit, tu vois, parce que voilà, il y a un vrai confort. Ouais. Allez, on va aborder le dernier point qui a aussi fait pas mal polémique. Parce que cette machine a fait vraiment beaucoup d'encre. On l'aime bien finalement, vous avez bien compris, mais on est un peu moins son prix. On va parler de l'autonomie, mais avant, un petit retour avec notre concours et notre sponsor Crucial. Cette semaine, notre partenaire Crucial vous offre un disque SSD MX300 d'une capacité de 525 Go pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et booster ses performances. Mais ce n'est pas tout. Crucial vous offre également un second lot, un kit de mise à niveau mémoire pour votre Mac. Cette RAM qui a pour particularité d'être sans plomb et sans halogène vous sera proposée dans la capacité et pour le modèle de Mac de votre choix. Quelle autonomie pour le MacBook Pro? C'est un sujet qui a beaucoup fait polémique. On se souvient du rapport du Consumer Report, l'Institut des consommateurs américains, qui a descendu en flammes le MacBook Pro en disant qu'on était très loin des 10 heures. Oui, mais pour changer d'avis quelques jours plus tard. Ouais. Alors, qu'en est-il vraiment dans les faits, en situation de production? Tu as eu plusieurs mois pour le vérifier. Est-ce qu'il y a un gain déjà J'ai d'autonomie? une méthode de mesure scientifique indisputable. Et indisputé. Il s'agit du doigt mouillé. Non, au début, j'avais aussi des gros problèmes d'autonomie, c'est-à-dire une machine qui dépassait pas les 2-3 heures en ne faisant rien de vraiment spécial. Ah oui, 2-3 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Oui, pas beaucoup. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup moins de problèmes. Donc, c'est parce que tu as changé de machine? C'est je pense, le jeu du changement de machine et des mises à jour qui ont été faites par Apple, qui ont vraisemblablement corrigé ce souci. Sur celui-là, j'ai même pas fait la calibration de la batterie. Et j'ai vraiment plus la crainte que tout peut tomber en panne après l'avoir utilisé pendant 1 heure ou 2. Et même en utilisant iMovie, etc. Je fais un peu d'iMovie dans le train, ce qui est quand même c'est toi un truc qui utilise iMovie, c'est ça? Oui, je suis le seul utilisateur, mais je ne sais vraiment rien faire avec. Je colle des morceaux de vidéo pour faire illusion. Ouais. Ça fait très professionnel. Oui, c'est vrai. Donc voilà, l'autonomie est beaucoup moins un problème pour moi aujourd'hui. Je l'aurais souhaité encore meilleur. Tu arrives à combien? Tu n'es pas à 10 heures quand même? Non, je pense 5-6 heures, top. Didier, d'abord, quel était le problème que tu avais eu? Tu ne l'as pas évoqué avec ton MacBook Pro, et est-ce que c'était lié à l'autonomie justement? Non, pas du tout. Moi, j'avais une carte mère qui plantait. Mon Mac démarrait, il s'éteignait, il redémarrait. Tu connais l'adage, hein, il ne faut jamais acheter des V1 de chez Apple. Il faut toujours acheter de la V2. Ouais, mais les premiers Retina, ils n'avaient pas eu tellement de soucis. Moi, j'ai acheté la V2. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont eu la machine échangée. Moi, j'ai eu beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit pour me dire ça. Échange standard. Donc, est-ce qu'ils ont corrigé des choses aussi petit à petit sur les chaînes de production? Certainement, parce qu'il y avait vraiment des problèmes hardware. Enfin là, moi, ils étaient là à me changer la carte mère. Donc. Alors, l'autonomie. L'autonomie, en fait, la batterie a baissé. Donc, de toute façon, on ne s'attendait pas à mieux. Oui, en capacité, ils sont en dessous. Donc, puis bien en dessous quand même. Hein.
Mais ils ont fait des efforts sur tout un tas de choses, avec notamment les puces Intel, avec un petit peu du software, etc. En fait, ce qui sort quand même de ça, c'est que si tu as des choses qui tournent un peu en fond et qui utilisent un peu trop de choses, notamment le GPU par exemple, la carte ça peut être du graphique sur le flash, 15 ça peut être pouces, des hein. plugins Hangout, tu vois, des choses comme ça, et ben ça va te sucer la batterie très vite. Si tu fais du Final Cut Pro, ta machine, elle tient pas 2 heures. Hein. Ouais. Donc clairement, mais elle a jamais tenu 2 heures au final. Enfin, les anciens MacBook Pro, moi du Final Cut, j'étais branché tout le temps, tu vois. Donc voilà, mais effectivement, je pense qu'il y a des situations qui étaient un peu entre deux où les gens faisaient pas grand chose, mais ils avaient des trucs qui leur suçaient la batterie en arrière-plan. Et donc ça, Apple a aussi corrigé, parce que le déclenchement, par exemple, de la carte graphique, de la grosse carte par rapport à la carte intégrée, joue beaucoup. Hein. La carte graphique, elle consomme plus que le CPU, donc c'est énorme. Donc voilà, il y a eu des ajustements. Je pense qu'aujourd'hui, ça va mieux. Et de toute façon, on est à peu près dans le cadre de ce qu'on avait avant. Enfin, faut pas se leurrer, quoi. Cédric, par rapport à ton vieux MacBook Air qui était un vrai chameau, mais il avait un petit peu vieilli, est-ce que tu as aussi observé des progrès ou au contraire des réelles différences ? On va dire que c'est jamais assez, mais et de fait, dès que tu fais des choses vraiment vraiment intensives, tu vois ta batterie qui un petit peu à vue d'œil, moins évidemment sur le 15 que sur le 13. Donc là aussi, il y a un gros avantage au 15. Enfin, la différence de prix, voilà, au moins tu sais pourquoi tu payes. Mais oui, moi, bêtement, je m'attendais à mieux, tout bêtement, parce que, alors c'est vrai que je pense qu'il y a l'écran qui doit pomper énormément, mais parce que voilà, on a maintenant des générations de composants qui arrivent à délivrer facile 10 heures d'autonomie. Donc voilà, t'es dans une situation de mobilité où tu sais que tu vas pas tenir la journée sans passer par la prise. Bon point quand même, il recharge vite, et ça c'est vachement bien. Oui, puis tu as des adaptateurs adaptés. On n'en a pas parlé d'ailleurs de l'écran ce soir, on a été obligé de zapper, mais c'est vrai que le progrès est réel, le progrès est sensible. Vous mettez un ancien modèle à côté, vous voyez une réelle différence en termes d'équilibre, en termes de rétroéclairage. On perd la pomme rétroéclairée, la pomme historique, mais là également, quand on passe de l'ancien au nouveau, on sent vraiment la différence. Dernier point, dernier chapitre de cette émission, on va parler des performances qui ont fait également un petit peu polémique et surtout de l'évolutivité, c'est dur à dire. Didier, le gain de performance n'a pas forcément été évident d'une génération à l'autre avec le MacBook Pro Touch Bar. Non, moi j'avais celui d'avant et on fait beaucoup de choses quand même très lourdes ici, notamment du montage, etc. Et clairement, voilà, le processeur, c'est la faute d'Intel. Hein. Intel arrive plus à faire évoluer ses puces. Donc, Apple n'a pas adapté la dernière architecture d'Intel la plus évoluée non plus. Hein. Tu gagnes quasiment rien. Enfin, c'est vraiment du peanuts à chaque fois. Et de toute façon, même là, apparemment, dans les années à venir, ça va pas être foufou non plus. Bon, voilà, pour le CPU, on s'était fait un peu une raison, donc on adapte en fonction de ses besoins aussi. Je dirais que le plus gros problème, c'est plus le GPU, parce qu'effectivement, le GPU, graphique. Je m'attendais à beaucoup mieux, la carte graphique. Et finalement, Apple est un peu bloqué parce qu'ils ont ce petit form factor là. Il faut pas trop que ça consomme, il faut pas trop que ça dégage de chaleur. Et même si tu prends une puce qui est pas si mal, hein, celle qu'ils ont pris, elle est plutôt correcte, je dirais, par rapport à la machine. Mais ils sont obligés de baisser les fréquences, de pas trop la solliciter. Enfin, dans Final Cut Pro, par exemple, moi j'ai pas des calculs qui vont beaucoup plus vite. Il y a des progrès en OpenCL là quand tu utilises effectivement la carte graphique à la place du CPU. Là, il y a des petites choses qui sont sympas. Mais pour les jeux et tout, c'est bof quoi. Mais bon, ça reste importable. Hein. La course à la puissance, la loi de Moore, c'est fini. Hein. Ah, j'irai pas jusque là, mais on sait après quoi. C'est pas une machine qui est faite pour jouer. Enfin voilà, il y a des choses sur le graphisme qui sont vraiment pour la création, de montage et la vidéo, et puis aussi pour driver cet écran qui est quand même gigantesque en termes de résolution. Donc il y a beaucoup de choses qui sont vraiment axées là-dessus, et ça fonctionne. C'est vrai que tout va très vite, ça marche bien. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée, c'est qu'évidemment il est pas extensible, donc la configuration que tu achètes. C'était le dernier point. Ah là, tu vois. Vas-y, développe. Eh bien, je te laisse enchaîner alors. Non, mais effectivement, Cédric l'a souligné. Ce qui a aussi fait un petit peu sourciller pas mal d'utilisateurs historiques, c'est que encore une fois, Apple a fermé sa machine. Elle a pris l'habitude de coller la batterie, donc on ne peut plus la changer, on ne peut plus changer le SSD, alors que sur les générations précédentes on pouvait, on ne peut plus monter la mémoire. Donc, non seulement il faut bien réfléchir en amont et bien configurer sa machine, parce que voilà, se dire à l'échelle d'1 ou 2 ans qu'il faut la faire évoluer, c'est pas évident. Mais là en plus, en matière de maintenance, ça devient compliqué en cas de panne. Même les responsables d'Apple qui les réparent doivent utiliser du matériel très élaboré. Hein. Oui, mais alors tu vois, sur ce point-là, d'un côté je suis très d'accord avec toi, et de l'autre, sans vouloir défendre le diable, tout le monde fait ça aujourd'hui. Tout le monde a fait la course. Ouais,
On l'a vu la semaine dernière avec Windows et la Surface Studio. Qui voilà, aussi, tout le monde fait la course à l'intégration, à l'ordinateur super mince, à l'ordinateur super léger. Alors, bah oui, à un moment, faire des trappes d'accès, mettre des vis, des machins, c'est de plus en plus galère. Peut-être que ce serait possible. Est-ce que c'est vraiment ce que les gens désirent ? Ouais, mais de là... Nous, oui. Ouais. Ma mère... Ouais, je suis d'accord, mais de là à coller une batterie, par exemple. Ah, mais on se disait ça des batteries de téléphone. Ah, quelle horreur, la batterie de l'iPhone, on ne peut pas l'enlever. Aujourd'hui, va enlever la batterie d'un smartphone. Ouais, c'est clair, mais enfin, bon, ils n'étaient pas forcément obligés d'utiliser de la colle pour la batterie, Didier, non ? Bah écoute, si Apple te le fait, que c'est pas trop cher, le changement de batterie, je vois, bon... On s'y accommode, regarde pour l'iPhone, finalement, on préfère avoir ça plutôt qu'avoir un truc moche avec une batterie qui s'en va et tout. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, la batterie, à la limite, c'est presque le problème le moins... On s'y était fait déjà, ça fait longtemps qu'ils ont des batteries comme ça. Après, il y a effectivement la RAM, donc qu'on peut pas changer, mais bon, 16 Go aujourd'hui, je pense que 99% des gens, c'est bon. Donc ça va. Mais alors le SSD, pour moi, c'est un scandale. C'est le plus gros scandale d'Apple de ces dernières années parce que je vois des gens partout qui changent d'ordi parce qu'ils ont pas assez de place et que la machine marche, quoi. Donc aujourd'hui, tu te retrouves à jeter des machines parce qu'elles ont 256 Go de disque et que tu en as besoin de 3 fois plus. Et en plus, juste pour finir là-dessus, c'est que le SSD, aujourd'hui, ils te mettent des trucs super rapides, c'est cool. Hein, moi, je fais du Final Cut et des trucs, c'est génial. Tu mets 4 caméras, ça arrive tout de suite. Mais est-ce que tu devrais pas avoir une config avec des trucs moins rapides mais moins chers, donc tu puisses gaver un peu ton Mac sans forcément là c'est quasiment 1 500 € pour passer à 2 Tera, c'est le prix de ce type de disque, mais voilà, tout le monde n'a pas forcément l'usage, même les pros, ceux qui font de la photo et tout, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Le mot de la fin, ce sera pour Cédric. Ben, choisissez bien votre configuration parce que c'est celle qui accompagnera votre machine jusqu'à la tombe. Donc de fait, ça pousse forcément. Je pense qu'il y a une espèce d'effet induit. Si tu sais que tu changeras jamais, bah tout à coup tu te dis bon, ok, je vais rajouter les 500 en plus pour avoir 1 Tera de SSD. Je vais rajouter, et voilà, c'est comme ça que t'aboutis. La machine qui est devant moi, elle coûte quoi ? Elle coûte 4 000 €, ce qui sur le papier est dément. Enfin, je veux dire, c'est quand même énormément d'argent. Alors mis bout à bout, c'est pas dément par rapport à la qualité des composants, la qualité du SSD. Si tu la gardes 5 ans, non, on verra. La qualité de l'écran, voilà. Mais après, tu rationalises plein de choses. C'est comme ça qu'on achète des berlines sportives en disant non, mais attends, ramener sur 6 ans avec le leasing et je m'en sors, en fait. Non. En fait, c'est à peu près. C'est comme une Twingo, à peine plus, voilà. Et donc, il y a 1000 façons de rationaliser ce genre d'achat. Mais ça reste quand même énormément d'argent. Surtout pour des machines qui, tu vois, si tu fais comme Gonzague et que tu la fais tomber de ton lit régulièrement, ça va finir par te coûter très très cher. Oui, mais même si elle ne tombe pas très haut, comme c'était dommage. C'était donc la conclusion de cette émission. L'heure est enfin venue de vous poser la question pour remporter plein de lots de notre partenaire Crucial. Soyez attentifs, c'est maintenant. Cette semaine, notre partenaire Crucial vous offre un disque SSD MX300 d'une capacité de 525 Go, ainsi qu'un kit de mise à niveau mémoire pour booster les performances de votre Mac. Pour participer, répondez à cette question. Quels sont les 2 composants chimiques qui ne sont pas présents dans les mémoires pour Mac de Crucial ? Répondez via le compte Twitter Crucial France en associant l'hashtag CrucialORLM @CrucialFrance en associant l'hashtag CrucialORLM. Bonne chance! Voilà pour le concours, bonne chance à tous, on passe au coup de cœur. Les coups de cœur avec Crucial. Les coups de cœur, on commence tout de suite par Didier. Et oui, Olivier, alors moi cette semaine j'aurais bien mis le nouvel iPad, mais bon, non, finalement non. Il m'a pas convaincu celui-là. Du coup, je vais te parler d'un autre truc que j'ai testé. Il y a une petite vidéo qu'on a mise sur le site qui est hyper cool. Je rêvais de tester ça, c'est un masque de ski connecté. Ah, génial. C'est-à-dire que, en fait, moi je fais pas mal de ski et j'ai toujours rêvé d'avoir la vitesse, tu vois. Voilà, oui, mais c'est quand même le truc dont tu rêves, de voir ta vitesse. Ne fais pas de l'optimisation fiscale, c'est bien. Non, alors j'en ai fait à Chamonix et il m'a reconnu, donc toutes les stations, tu as un petit plan en fait qui s'affiche dans un petit écran qui est un petit peu sous tes yeux, donc il faut baisser un peu le regard, et puis tu peux voir donc le plan des pistes, il y a tous les noms de pistes en français, etc. Il a aussi une boussole, donc tu peux voir l'orientation, il a un GPS, donc il suit tes parcours, donc tu peux les retrouver sur ton iPhone, sur le site après, etc. Et puis tu peux voir donc la vitesse, le dénivelé, enfin tous les trucs super cool que tu as toujours rêvé d'avoir, en fait, que tu pouvais avoir sur la montre, sur tout un tas de choses, mais qui sont pas évidentes à voir en skiant. Donc là, tu l'as sous les yeux, donc tu arrives vraiment à avoir toutes ces infos. Alors, seul petit regret, moi, j'aurais bien aimé que ça existe en
fait en surimpression, hein, vraiment le head-up display comme sur les voitures. Ouais. Donc ça, c'est pas encore le cas, faut baisser un peu les yeux, donc ça peut être un peu dangereux, tu peux être un petit peu distrait. Et puis ce truc-là, en fait, commence à vieillir un peu, parce que Oakley, donc c'est un partenariat avec Oakley et Recon, qui est une filiale d'Intel, enfin bon, qui ont fait ça en même temps, c'est un produit vraiment de qualité, et ils prévoyaient pas d'en faire un par an, donc celui-là, il a déjà 3 ou 4 ans, je crois, mais il fonctionne très bien, il fait le job. En plus, tu le pilotes avec ça, tu vois que tu viens t'accrocher sur le bras. Et ça vaut combien cette plaisanterie ? On ne parlera pas du prix. Non, il a baissé un petit peu, il est autour de 500 € maintenant. Il va Ah oui. Mais un bon masque Oakley, ça vaut quand même 200 € facile. Ouais, d'accord. Donc par rapport à un petit Android qu'il y a dedans, tout ça, le GPS, enfin bon, c'est pas pour tout le monde, Il faut faire mais beaucoup de c'est ski. pas Il volé. faut habiter dans les Alpes, hein, on est bien d'accord, ça aide. Mais, merci Didier. Cédric, à ton côté, ton coup de cœur. Regarde. Mais Qu'est-ce que c'est que ça, d'après toi? Un énième micro. Une chaussette. Non, ah oui, sextoy. il connaît mes fétiches. Non, c'est ni un sextoy, mes fétiches, c'est plutôt les micros. Ceci n'est pas un micro, on dirait pourtant. Je suis Mais non, très regardez. inquiet. Hein. C'est pas du jeu, ce truc. Ouais, la nouvelle Gear 360 de Samsung qui va sortir dans les semaines à venir, si mes infos sont bonnes. Qui accompagne le Galaxy S8, c'est ça? Pardon? Qui va accompagner le Galaxy S8. Oui, et alors justement, c'est pour ça que je t'en parle, parce que c'est ça la bonne nouvelle. La précédente Gear 360 de l'année dernière Ne marchait fonctionnait qu'avec le fonctionnait Samsung. uniquement avec des S6 et des S7. Et celle-là, j'ai vu la mise à jour aujourd'hui de la page du site Samsung. Non seulement, alors pour l'instant, évidemment, là, ils nous l'ont filé, mais elle ne fonctionne de fait qu'avec un Samsung parce que l'application est même pas sur le store. On te file un APK installé sur ton Samsung. Bref. Mais elle sera compatible avec tous les Android. 2, elle sera compatible avec iOS à partir de je ne sais plus quelle version. En gros, il faudra un iPhone 6 ou supérieur. Et elle fonctionnera même comme une webcam 360 avec des PC et des Mac. C'est sans déconner. Donc ça y est, la grande avancée, outre le design qui est vraiment plus sympa, enfin voilà, il y a maintenant elle est 4K, elle fait du vrai 2K en streaming 360, bref. Moi je la trouve, voilà, il y a des... Ils ont fait un très beau travail d'intégration jusqu'à des trucs idiots comme tu vois, cette petite dragonne qui te permet d'éviter de la laisser tomber quand tu la transportes. Bah, si tu prends la petite base que tu as entre les doigts, tout à coup, ça te sert aussi de base pour la stabiliser quand tu la poses sur une table. Bref, il y a plein de trucs, je trouve que on en reparlera, j'imagine, quand on parlera du Galaxy S8. J'espère. Mais il y a des efforts en termes de design industriel et d'ergonomie pure qui sont assez remarquables de la part de Samsung. Voilà. Merci Cédric, de ton côté. Gonza, qu'est-ce que tu nous as réservé ce soir? Moi, c'est pas un coup de cœur, c'est un coup d'essai. Je suis en train d'essayer les AirPods. Tu as reçu tes pilules? J'ai reçu mes petites pilules. Alors, je ne peux en manger que 2 par jour et ça me coûte une fortune. Mais j'imagine. Non, je suis en train de les essayer, donc c'est pas encore totalement un coup de cœur. Par contre, j'ai essayé les Beats X qui sont pas mal. Et j'avoue que c'est pas un coup de cœur? C'est pas un coup de cœur parce qu'il y a un délai de connexion et de passage entre le Mac, l'iPhone et les iPads qui est assez important. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fluide au quotidien. Par contre, le son est très sympa. L'expérience d'ouvrir la petite case et que les écouteurs proposent de s'associer très vite, ça c'est pas mal. Mais ça va être mieux dans les AirPods V2. Les AirPods 2, déjà, il faudrait qu'ils arrivent à vendre celle-là, parce qu'on n'en trouve toujours pas en magasin. Alors, avant d'avoir la V2, je demande à voir. Si tu aimes le bon son et le gros son, j'ai eu la chance d'essayer un petit peu en avant-première la Sonos Touch Base, la nouvelle base de son de chez Playbase. Ouais, excuse-moi, la nouvelle barre de son de chez Sonos que tu as également essayé. Tu en avais déjà fait un coup de cœur et ça mérite un vrai coup de cœur. 799 €, c'est assez cher. Hein, c'est le même prix que la version précédente. Qui était la Playbar, mais qui existe toujours, sauf que la Playbar était plutôt destinée à s'accrocher à un mur. Celle-ci est destinée à se mettre sous la télé, donc elle s'intègre plus facilement dans un salon. J'ai trouvé le son beaucoup plus puissant, beaucoup plus de basse que la Playbar, que j'ai acheté malheureusement entre-temps. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas forcément besoin d'utiliser un caisson de basse quand vous faites notamment du son surround avec du retour arrière du 5.1. C'est vraiment un objet très sympa. Et si tu aimes le beau son, cette fois-ci beaucoup moins cher, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ces petites enceintes. Regardez, ce sont les enceintes de UE. Ça s'appelle je vais te dire ça, alors, les Wonderboom. Voilà, je suis retombé, ça vaut 99 €. Ça rappelle un petit peu les enceintes en forme de canettes de soda. Il y a quelques de UE, il est sorti il y a quelques mois, quelques années. Elles coûtent 99 €. Elles sont résistantes à tout ou presque. Elles vont dans l'eau, même dans l'eau de mer. C'est assez étonnant. Il faut les rincer à l'eau douce bien sûr après. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Alors regardez, le son ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. C'est une enceinte Bluetooth jusque là.
Voilà. Sauf que si vous en avez une deuxième, merci, on appuie sur les deux boutons en même temps. Et normalement, alors vous avez pas je rapproche du micro. Vous avez quelques secondes. Voilà, comme ça, après, on va se faire bannir de YouTube. Oui, c'est vrai. Voilà, ça arrive. Et donc là, vous l'entendez pas. Mais en fait, je suis en stéréo. Et on peut vraiment les écarter. On va baisser un petit peu le son. On peut vraiment les écarter, c'est assez sympa. Et donc, évidemment, double prix. On passe de 99 à 200 € si on en a deux. Mais l'idée, c'est de. Voilà, si on a un copain, on fait une soirée, il apporte son enceinte et on peut vraiment en mode sonoriser une soirée avec deux petites enceintes. C'est assez sympa. Merci beaucoup. Il a essayé de m'affaucher, mais non, il faut que je la teste. Et malheureusement, il y a déjà 2-3 personnes qui l'ont préempté avant toi. Voilà, mais bon, on aura le temps de négocier ça avec Unlimited Ear. Ça s'appelle j'ai encore oublié le nom. Les Wonderboom. Les Wonderboom. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 157e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Rends-moi cette enceinte, mais incroyable ça. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. On essaiera de parler, vous allez voir, on a quelques surprises à vous réserver. Peut-être on parlera de PC sur lesquels on peut installer du Mac OS. Ça va se casser. Satan. Ouais, Satan, vous allez voir. La semaine prochaine, donc Je ne connais pas ce monsieur. Ouais, on va encore se faire plein d'amis, tu vas voir. Et vous retrouvez Cédric, bien sûr, tous les jours sur LC dans la matinale. C'est bien ça, Cédric? Ouais, si vous êtes très très matinaux et que vous levez avant 6h20, vous pouvez me retrouver à 6h25. Mais non, écoute, c'est un bonheur de te retrouver avec le café et les croissants. Attends, c'est un bonheur total. Je vous promets, et aussi à 7h25, vous avez le droit à une petite session de rattrapage. Quoi. Voilà. Didier, vous le retrouvez tous les jours sur Mac Forever. C'est quoi l'actu en ce moment, les vidéos à voir? C'est l'iPad, le gros test de l'iPad. Allez lire gros ça. test. Bon, écoute, je vois que tu t'es régalé. Et Gonzague, tu reviens la semaine prochaine? Peut-être. Bon, on va parler PC, je te préviens. Ah, cool. Bon, très bien. On se redonne rendez-vous, si vous êtes d'accord, la semaine prochaine. Au revoir.